Cette vidéo est sponsorisée par Oli. On en parle juste après ça. Si on doit citer les 10 plus grands pilotes du sport automobile, toutes catégories confondues, Sébastien Loeb serait souvent mis en avant. Et pour cause. 9 titres de champion du monde des rallyes, des exploits sur tout type de terrain, de belles choses montrées sur circuit, une légende vivante encore en activité aujourd'hui. Sébastien Loeb, c'est un gros morceau et si une vidéo sur sa carrière attendra, aujourd'hui, c'est l'heure du vrai ou faux. Encore une fois, vous avez été nombreux à me proposer vos facts vrais ou faux, donc merci. Par contre, j'en vois certains qui me proposent des facts complètement hors sujet, ou alors des facts qui sont en lien avec la vidéo en question. Donc par exemple, c'est comme si là, vous me proposez en commentaire des facts sur Sébastien Loeb, alors que la vidéo, elle est là, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon, pour les 2-3 du fond qui n'écoutent que d'une oreille, sachez qu'il y a un thème précis, hein, je vous le donne à la fin de la vidéo. Bref, on commence. Allez, premier fact, vrai ou faux, Oli est le sponsor de cette vidéo. Bon, la preuve par exemple, c'est une vidéo sur Sébastien Loeb. C'est vrai, Oli est une marque de boisson made in Berlin et c'est le partenaire de cette vidéo. Un partenaire qui me suit et me soutient depuis maintenant 2 ans. Bon, ça y est, on démarre? Vrai ou faux, Oli est une boisson comme les autres boissons de type soda ou énergisant? Non, ça par contre c'est faux. Oli, c'est différent. Ce sont des boissons qui se présentent sous forme de poudre que vous diluez et il y a 3 gammes de produits. Énergie, Iced Tea et hydration. Les boissons Oli ne comptent pas de sucre ni de taurine, ont des effets énergisants plus longs, et puis ce sont des boissons plus économiques et écologiques. Et ouais, un pot comme celui-ci, c'est 50 portions de ça, donc 50 fois moins de déchets. Putain, je me prends en jeu. Ce mois-ci, je vous invite à tester le Fruity Frog en énergie et le Pear, poire, en hydration. Le truc, c'est que Oli a plusieurs saveurs différentes et que parfois c'est compliqué de choisir. Surtout qu'ils en ajoutent régulièrement avec des éditions limitées et tout, mais si vous voulez découvrir la marque, essayez les packs découvertes pour avoir différents échantillons. Mais sachez que Oli s'apprête à lancer une toute nouvelle gamme, une gamme milkshake. Encore un banger. Allez, on démarre, vrai ou faux, tu as des codes promotionnels Oli. Effectivement, avec le code Le Circuit et Le Circuit 5, vous avez respectivement 10% de réduction sur une commande et 5 € de réduction sur votre première commande. Lien en description. Profitez-en. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu et là on démarre pour de vrai le vrai ou faux sur Sébastien Loeb. Allez, premier vrai fact, vrai ou faux, Sébastien Loeb a fait son premier rallye en WRC au San Remo en 2001. C'est faux. La carrière de Sébastien Loeb commence de manière assez difficile. Si l'Alsacien est extrêmement doué, il n'a pas de budget, mais parvient à se lancer de justesse avec l'aide précieuse d'une poignée de personnes. En 1998, il s'associe justement avec Daniel Elena, le début d'une longue et fructueuse collaboration. La passion, elle me vient, je sais pas d'où, de moi, parce que dans la famille, il n'y a personne qui était dans le sport auto, donc moi, il fallait toujours que je passe le virage le plus vite possible, c'est comme ça, quoi. Engagé dans le nouveau trophée Citroën Saxo Kit Car, le duo Loeb et Elena remporte 3 victoires avant de décrocher le titre en 99, confirmant donc leur haut niveau de compétitivité. Sébastien Loeb se fait remarquer et va obtenir le soutien de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. Résultat, en 1999, il va participer à 3 manches de WRC. Mais pas en catégorie reine, non, en WRC Junior. Sa Saxo Kit Car correspond au groupe A6, quand les ténors de la discipline sont en World Rally Car. Les Mitsubishi Lancer Evo 6 de Tommy Mäkinen, les Toyota Corolla WRC de Sainz et Oriol, les Subaru Impreza de Burns et Kankkunen, ou encore les Ford RS WRC de Colin McRae. Non, Loeb n'en est pas encore là et il dispute son premier rallye WRC avec la Citroën Saxo Kit Car. Ça se passe en Catalogne et ça se passe mal. Très vite dans le rythme, il sort de la piste dans l'ultime spécial de la première journée. Abandon. 3 semaines plus tard, Loeb est de nouveau engagé pour un événement en WRC, cette fois-ci au Tour de Corse. Là, ça se passe mieux, il remporte 13 spéciales sur 16. Les 3 autres, il finit 2e. Sébastien Loeb remporte le Tour de Corse dans sa catégorie.
Un peu plus tard, en octobre, il dispute son troisième et dernier rallye WRC de la saison avec le San Remo. Là encore, il se montre redoutable, 15 temps scratch en 17 spéciales et une nouvelle victoire. Ouais, ce Loeb et son copilote Elena vont vite. Malgré tout, la saison 2000 se dessine en pointillé dû au manque de budget. Finalement, le clan Loeb s'en sort de justesse et après avoir remporté le trophée Saxo Kit Car en 99, il dispute le championnat de France des rallyes terre, manière de se faire la main sur cette surface. Spoiler, il gagne le championnat et durant la saison, il retrouve le WRC. Après 3 manches sur asphalte en 99, Loeb s'apprête à découvrir la Terre à l'occasion du rallye de Finlande, un rallye ô combien prestigieux et technique. Toujours en groupe A6, Loeb est rapide mais doit renoncer. C'est alors qu'en septembre, à l'occasion du Tour de Corse, Sébastien Loeb débute en World Rally Car, la catégorie reine. Et pas avec une Citroën, non, avec une Toyota Corolla WRC du team italien Grifone, et avec le soutien de la FFSA. Pour cette grande première, Loeb monte progressivement en puissance et navigue aux alentours de la 10e place pour finalement terminer 9e du rallye. Pas mal. Un mois plus tard, rebelote avec le San Remo et la manche italienne est semblable à celle de France. Loeb et Elena sont propres, ne font pas d'erreur et terminent 10e. Voilà pour les débuts de Loeb en WRC, Rallye de Catalogne 99 pour les engagements dans le championnat et Tour de Corse 2000 pour la catégorie. Fact suivant, vrai ou faux, en WRC, Sébastien Loeb est le détenteur du record du nombre de victoires sur le rallye d'Allemagne avec 9 victoires sur ce rallye avec les 3 Citroën de WRC qu'il a piloté. Avec la Xara WRC en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, avec la C4 WRC en 2007, 2008 et 2010, soit 8 fois consécutivement de là avec la DS3 WRC en 2012. Je n'ai pas mis 2009 car le rallye d'Allemagne n'était pas au calendrier du WRC 2009. C'était très long comme fact mais c'est vrai. En 2002, le rallye d'Allemagne fait son apparition au calendrier du championnat du monde des rallyes. Une manche sur asphalte où Loeb va briller année après année. En 2002, Sébastien effectue un programme partiel en WRC avec la Xara. Il dispute 9 rallyes sur 14. Le rallye d'Allemagne est donc disputé durant le mois d'août et les pilotes vont découvrir ce rallye piégeux. En effet, les spéciales comportent beaucoup de virages serrés entre les vignobles et il faut savoir quand attaquer et quand gérer. C'est une épreuve rude où la météo joue un rôle important, du coup les choix pneumatiques sont cruciaux. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le rallye d'Allemagne est une épreuve nouvelle, ce qui va gommer les écarts entre expérimentés et débutants. Car d'une année à l'autre, les parcours ne changent pas, ou peu en général, donc naturellement, certains ont des repères. Donc pour l'Allemagne 2002, Loeb n'est pas désavantagé. De plus, c'est un rallye sur asphalte et culturellement, les pilotes français sont bons sur cette surface et Loeb n'y fait pas exception. A contrario, les surfaces terre, neige ou gravier sont plus délicates et Loeb s'y cassera les dents quelques fois avant d'apprendre à les maîtriser. Par exemple en 2002, il n'a fini que 17e en Suède, 7e en Grèce et 10e en Finlande, en se prenant quelques gifles de la part des Macré, Gronholm ou Sainz, les cadors. Dernière chose, le rallye d'Allemagne se tient dans la région de Trèves, en Rhénanie-Palatinat, non loin de sa terre natale, l'Alsace. Donc le paysage et la topographie du terrain lui sont plutôt familiers. L'un dans l'autre, Sébastien Loeb et Daniel Elena s'illustrent et prennent rapidement les commandes du rallye. À l'attaque en première journée, ils gèrent davantage leur avance sur Burns, Bugalski ou Gronholm pour finalement s'imposer pour la première fois en WRC. Officiellement, car au lancement de la saison 2002 de WRC, Loeb avait remporté le rallye de Monte-Carlo, un rallye ô combien prestigieux. Mais bon, il a été pénalisé parce que changement de roue dans une zone non autorisée. Du coup, il a fini deuxième, derrière Mäkinen. Un final controversé, mais au terme de ce rallye d'Allemagne, pas de contestation possible. Selon Guy Frecklin, le directeur de la compétition chez Citroën, un champion en devenir est né. Mais pour rester sur le rallye d'Allemagne, c'est vrai que Loeb en a fait sa propriété. Vainqueur de chaque édition jusqu'en 2011 où il sera battu par un autre Sébastien, Ogier cette fois. Victorieux avec la Xara de 2002 à 2006, avec la C4 entre 2007 et 2010, puis en 2012 avec la DS3, sa 9e victoire en Allemagne, le détenteur du record. Ogier et Tanak l'ont remporté 3 fois chacun, quand Sordo et Neuville y ont triomphé une fois. La dernière édition de ce rallye, ex-propriété de Sébastien Loeb, s'est tenue en 2019. Depuis 2 ans maintenant, le WRC a retrouvé partiellement l'Allemagne avec le rallye d'Europe centrale, faisant en plus escale en Autriche et en Tchéquie. Mais le paysage allemand est bien différent, fini les vignobles. Vrai ou faux, Sébastien Loeb n'a échoué qu'à 2 points de Peter Solberg en 2003 pour sa première saison complète en WRC. C'est faux, c'est pas 2 points mais 1 point. Si Loeb a été présenté comme un champion en devenir en 2002, en 2003, il est rejoint par du beau monde chez Citroën. Saison qu'il va disputer dans son intégralité pour la première fois de sa carrière, mais ses équipiers lui mettent pas mal de pression. Et ouais, Citroën recrute Carlos Sainz et Colin McRae.
Sainz, double champion du monde en 90 et 92, 4 fois vice-champion du monde et à ce moment-là, 4 fois 3e avec 24 victoires en WRC. Et Colin McRae, l'un des pilotes les plus populaires, champion du monde 95 et 3 fois vice-champion avec 25 victoires. Mais il n'y a pas que Citroën. Peugeot compte dans ses rangs les 2 derniers champions avec Marcus Gronholm et Richard Burns, sans oublier Gilles Panizzi. Ford compte sur Marco Martin, Hyundai sur Armin Schwartz et Subaru sur Peter Solberg et Tommy Mäkinen. Ouais, du lourd autour de l'Alsacien qui va devoir élever son niveau de jeu pour exister. Spoiler, il va y arriver. La saison démarre bien au Monte-Carlo et Sébastien prend sa revanche en menant un triplé Citroën. Sa première victoire officielle en principauté devant McRae et Sainz. Mais comme dit plus tôt, l'asphalte c'est son terrain de prédilection et Loeb craint ses adversaires pour les autres surfaces. La Suède est de suite plus compliquée et l'Alsacien ne termine que 7ème, loin de Marcus Gronholm victorieux. Puis Sainz s'impose en Turquie avant que le double champion du monde finlandais n'enlève les manches de Nouvelle-Zélande et d'Argentine. Puis Martin s'impose en Grèce. Loeb connaît quant à lui une passe difficile après le Monte-Carlo, 3 abandons entre la Turquie, l'Argentine et la Grèce, mais il a limité la casse en Nouvelle-Zélande, 4ème. La deuxième partie de saison va mieux se passer pour le Français qui réagit. 3ème à Chypre, il s'impose en Allemagne et réalise un top 5 en Finlande. En fait, dans la deuxième partie de saison, Sébastien est beaucoup plus réaliste et engrange des points. 2003 est finalement une saison assez chaotique. Alors qu'on pouvait s'imaginer Gronholm prendre un 3ème titre, le Finlandais verra ses espoirs s'envoler après plusieurs abandons. Marco Martin manque de performance quand Carlos Sainz plafonne aux alentours du top 5. Finalement, c'est Peter Solberg qui se hisse dans la lutte au titre mondial. Victorieux à Chypre en Australie, le Norvégien est régulier et fait partie du quatuor de prétendants. Loeb, Sainz, Solberg, Burns. C'est une lutte à couteau tiré. Loeb s'impose en Italie, Solberg en Corse et en Espagne, Loeb termine 2ème derrière Panizzi. Solberg n'est que 5ème. Alors, le Français rejoint Carlos Sainz au sommet du classement pilote en arrivant au Pays de Galles, dernière manche de la saison. Burns doit malheureusement renoncer. Le Britannique est atteint d'une tumeur au cerveau et cette maladie l'éloigne des spéciales des rallyes. Ils ne sont donc plus que 3 à prétendre à la couronne. Le début de rallye se passe bien pour Sébastien Loeb, mais une chose change la donne. Carlos Sainz abandonne. Alors entrent en compte les enjeux politiques. Le board Citroën donne l'ordre de prioriser le championnat constructeur, car Peugeot est encore en lice. Et même si Peugeot a perdu sa meilleure carte, Marcus Gronholm, rien n'est joué. Citroën n'a besoin que d'une voiture à l'arrivée, et si McRae est encore de la partie, Guy Frecklin demande à Loeb de ralentir le rythme et d'assurer le titre constructeur. Difficile de demander ça à ce jeune pilote. Le truc, c'est qu'une fois dans la voiture, vous êtes tout seul. Loeb et Lena auraient pu continuer d'attaquer, mais bon là c'est un jeu dangereux. Tu travailles pour un constructeur, pour une marque, et il faut obéir. Surtout que là, on parle d'un duel interne à PSA. Peugeot contre Citroën, une forte rivalité. Le Lion a pris les 3 derniers titres constructeurs avec leur 206 WRC, et voilà que l'autre marque du groupe peut triompher. Bilan, Loeb lève le pied et assure. Citroën devient champion du monde des constructeurs et Peter Solberg champion du monde pilote. Victorieux du rallye devant Sébastien Loeb et donc titré par 1 point d'avance. Mais bon, Loeb se rattrapera comme il se doit. Vrai ou faux, Sébastien Loeb a gagné le rallye des jeunes, le rallye jeune lors de sa première tentative. C'est vrai, revenons un petit peu en arrière. À l'aube de sa carrière, sans mauvais jeu de mots, Sébastien n'avait pas assez d'argent pour débuter en course automobile. De plus, la pratique du rallye en France se fait surtout dans le sud-est. Entre le rallye de Monte-Carlo, le Tour de Corse, mais aussi les rallyes du Var, des Cévennes, du Mont-Blanc et j'en passe, c'est très méditerranéen. Loeb, venant d'Alsace, il ne baigne pas dans ce milieu-là. Mais une opportunité s'offre à lui, le rallye jeune. Un programme de détection semblable aux différents volants qu'on peut avoir sur circuit, comme le volant ELF, qui permet justement de détecter les jeunes pour les aider à accéder au sport automobile. Nous sommes en 1995, Sébastien Loeb est âgé de 19 ans et il tente sa chance face à plus de 1000 personnes. Bon, c'est du Loeb. Il gagne. Mais il n'a pas été sélectionné. Non, c'est le 2e qui a été pris par le jury, parce qu'il aurait eu plus de relations politiques. Injuste quelque part et la carrière de Loeb ne décolle pas. Il passe 1 an sur la touche et retente sa chance en 1996. Encore une fois, Loeb joue la victoire, mais cette fois-ci, il commet une légère faute durant le parcours et tombe en 2e position. Cette fois-ci, ce n'est pas difficile pour les juges de le recaler puisqu'il est 2e. Mais un homme le remarque, un certain Dominique Heinz. Il se dit que pour jouer la gagne 2 fois d'affilée, ce pilote sait manier le cerceau et les 2 hommes s'associent et se débrouillent pour gravir les échelons. On se connaissait pas parce que d'ailleurs au téléphone, quand la première fois que je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je pense pas que tu me connaisses, je te connais pas, mais j'aimerais bien discuter de notre passion commune. Si tu veux venir boire un café à la maison dimanche après-midi, t'es le bienvenu. Voilà. Et Seb, il a eu la bonne idée de venir et
Et puis après, voilà, toute l'histoire, elle est partie comme ça. C'est clair que j'étais pas spécialement parti pour faire du rallye. J'étais électricien à l'époque, je travaillais, et puis voilà, donc ce coup de fil, c'est vrai que ça a changé ma vie. Aujourd'hui, Dominique Heinz est l'un des plus proches associés de Sébastien Loeb. Vrai ou faux, Red Bull était prêt à signer un contrat avec Loeb en Formule 1. C'est vrai. Loeb est un touche-à-tout, on y reviendra un petit peu plus dans le détail après, mais parmi les jouets qu'il a eu entre les mains, il y a quelques Formule 1. Ah, bonjour. En 2007, il a effectué son premier roulage, le tout dans la Renault R26, championne du monde sur le circuit Paul Ricard. Une belle expérience qui s'est reproduite en 2008 grâce à Red Bull. Durant la saison, sa C4 WRC a revêtu les couleurs et le logo du taureau rouge et en novembre, Sébastien Loeb a rejoint l'écurie de Formule 1 à Silverstone. Une séance d'essai privée sous la pluie dans le but de se familiariser avec l'auto. Je dirais que la journée pour moi s'est bien passée. Bon, c'est vrai qu'il a plu, donc faire mes premiers tours de roue avec une Formule 1 sur le mouillé, en plus très froid, donc les pneus avaient du mal à chauffer ce matin, c'était vraiment difficile. Mais bon, j'ai essayé de prendre au fur et à mesure un petit peu le rythme et la mesure de la voiture et de l'adhérence. Et bon, globalement, ça s'est bien passé. J'ai pris un peu contact avec la voiture et tout va bien. Car 4 jours après, Sébastien Loeb remontait dans la Red Bull RB6 à Barcelone au milieu de 16 autres voitures. Bon alors, on était à l'aube d'une nouvelle réglementation, une nouvelle aéro et l'introduction du KERS, ce qui fait que les configurations des autos brouillent les pistes. Donc difficile de juger brutalement les résultats du Français qui a bouclé 82 tours à moins de 2 secondes de Takuma Sato sur Toro Rosso. Pris tel quel, ce n'est pas trop mal, mais bon, les circonstances n'étaient pas normales. En revanche, on peut se fier aux commentaires de ces ingénieurs. Tous ont été bluffés par le champion du monde des rallyes. Très propre, pas de faute grossière et du sérieux. Une journée intéressante qui aurait pu avoir une suite concrète. Loeb l'avoue lui-même, il n'exploitait pas à 100% la Formule 1. La F1 et le WRC ont beau être deux catégories du sport automobile, il y a un véritable fossé entre les deux disciplines. Ce sont deux mondes à part avec des codes et des demandes bien spécifiques. Les rallymen sont souvent désignés comme les meilleurs pilotes du monde avec une capacité d'adaptation et un panel technique assez large, mais eux-mêmes défendent la technique que demande le pilotage sur circuit. D'une précision folle, surtout en Formule 1. C'est au niveau du freinage que Loeb avait la plus grande marge de progression. Cela dit, Red Bull avait une idée en tête, celle d'engager le Français au Grand Prix d'Abu Dhabi 2009 dans la Toro Rosso. Une idée qui aurait pu voir le jour, mais la FIA n'a pas accordé la super licence à l'Alsacien. Cette folie douce ne verra pas le jour. Vrai ou faux, Seb Loeb a participé aux 24 heures du Mans mais ne l'a jamais gagné. C'est vrai. Nous sommes au milieu des années 2000 quand une opportunité de disputer les 24 heures du Mans se présente pour Sébastien Loeb. Le Français accepte et rejoint l'écurie Pescarolo en vue de disputer la classique Mansell de 2005. Alors, l'an dernier, avec Alex, le dormeur du Val, j'ai fait une vidéo complète sur cette folle histoire. Alors aujourd'hui, je serai un petit peu plus bref. Cette histoire est prise très au sérieux et Loeb découvrira la Pescarolo C60 à moteur Judd en 2004 lors de tests privés au Paul Ricard. Convaincant, en se hissant dans la seconde d'Emmanuel Collard, Sébastien suit un programme complet d'adaptation entre le circuit varois et Manicourt. Comme dit juste avant, le circuit c'est différent, mais l'Alsacien se met progressivement dans le rythme. Si l'arrivée de Loeb dans le monde de l'endurance est évidemment un coup marketing énorme, l'aspect commercial n'est pas la principale source de motivation des deux parties. Henri Pescarolo et Sébastien Loeb acceptent ce défi car ils pensent que sportivement, ça peut être un plus. Il a tout à perdre parce que c'est la référence absolue en rallye et c'est un débutant en circuit. Mais il accepte de jouer le jeu, il accepte de travailler, il accepte d'arriver d'une manière parfaitement humble dans une équipe très compétitive. Et il s'en sort très très bien, donc c'est vraiment, je crois que c'est pour ça que ça plaît autant au public. Ce que Sébastien est en train de faire est vraiment tout à fait étonnant. Suivant les conseils de Sohail Ayari et des autres pilotes Pescarolo, Loeb progresse et semble prêt pour disputer les 24 heures du Mans 2005. Et il faut dire que sa qualification s'est faite de manière assez tendue. En effet, pour pouvoir prendre le départ des 24 heures du Mans, chaque pilote doit faire au moins 10 tours durant les essais préliminaires. Le problème, c'est que la journée test se déroule le dimanche 5 juin, pendant la dernière journée du rallye de Turquie, que Loeb remporte devant Peter Solberg et Marcus Gronholm, mais sitôt la dernière spéciale terminée que Sébastien grimpe dans un jet privé, direction la Sarthe.
3000 km de vol où Loeb prend le temps de s'entraîner sur Gran Turismo 4 avec la Pescarolo, bien sûr, sur le circuit de la Sarthe. Bien sûr. Le pilote Citroën atterrit, reçoit l'accueil du public, grimpe dans la Pescarolo et réalise ses 10 tours. Inscription validée, tout comme ce fact. 2005, c'est l'année où Pescarolo aurait dû gagner Le Mans. La C60 a été faite selon les nouvelles réglementations, quand l'Audi R8 n'était qu'une adaptation en attendant la R10 en 2006. Résultat, les voitures vertes étaient plus rapides et ont monopolisé la première ligne en qualif. Malheureusement, des problèmes et des erreurs de pilotage balayeront les espoirs de victoire de Pescarolo. Soyayari, coéquipier de Loeb et Elari, connaîtra une édition bien difficile avec beaucoup d'erreurs qui finiront par contraindre l'équipage de la numéro 17 à l'abandon. De son côté, Loeb a réalisé une performance honorable. Dans le rythme, il évitera les pièges si ce n'est pour un petit tout droit sans conséquence le dimanche matin à Indianapolis. Mais bon, 2005 n'était pas son année. Le 18 mars 2006, à l'occasion du Trophée Andros, Sébastien Loeb confirme sa présence une deuxième année d'affilée aux 24 heures du Mans. 9 mois après avoir lâché la C60, le désormais double champion du monde des rallyes redécouvre l'auto et reprend ses marques. Si Eric Elary est toujours son équipier, Soyayari est remplacé par Franck Montani. La prestation de Loeb est toujours honorable, mais en 2006, les Pescarolo sont nettement devancés par les nouvelles R10 à moteur diesel. Une réglementation qui fera beaucoup grincer les dents d'Henry, mais bon, les Verts font une belle course. Profitant des déboires des Audi, la numéro 17, bien que victime de quelques aléas, parvient à accrocher une belle deuxième place derrière les vainqueurs Bila, Pirot, Werner. Sébastien Loeb termine deuxième des 24 heures du Mans en ayant eu l'honneur de passer sous le drapeau à damier. 2006 est donc sa deuxième et dernière participation aux 24 heures du Mans. L'Alsacien ne manquera pas d'ailleurs de souligner la difficulté de cette course. En 2008, Sébastien reprendra le volant d'un prototype avec la Peugeot 908 HDI FAP quelques jours après ses tests en Formule 1. Il a échangé sa place avec un autre couteau suisse du sport auto, Stéphane Sarrazin. Ainsi, Loeb a pu découvrir la brutalité de cette voiture qui remportera la classique Moncel en 2009. Mais l'histoire entre Loeb et les 24 heures du Mans ne s'est pas totalement arrêtée en 2006. En effet, en 2012, Sébastien a fondé son écurie de course avec son associé Dominique Heinz. Pour marquer le coup, cette nouvelle écurie s'est engagée en LMP2 en 2014 avec une Oreca 03R Nissan avec René Rast, Yann Charouz et Vincent Capillaire. Un engagement risqué qui a financièrement mis l'équipe en danger, mais qui s'est soldé par une belle 4ème place en LMP2. Un bon coup sportif et marketing. A la base, Sébastien Loeb Racing devait participer aux 24 heures du Mans dès 2013, mais bon, la perte d'un sponsor leur en a empêché. Vrai ou faux, en 2006, en WRC, Sébastien Loeb a remporté son 3e titre mondial à la maison à cause d'un accident de vélo, à condition que Marcus Gronholm se crache sur un des rallyes, pardon j'ai perdu la ligne, restant au calendrier de la saison 2006, ce qui est arrivé, donc Marcus Gronholm a perdu le titre et Sébastien Loeb l'a remporté depuis chez lui. C'est vrai. 80 mètres, droite 130 pour long corps de mini, ouvre, et ciel pour 10 mètres, droite 140 moins 1000 euros. Durant l'année 2005, PSA a annoncé son retrait du WRC, fin du programme Peugeot et fin du programme Citroën. Du moins, officiellement, car le duo Loeb et Lena était bien engagé au volant d'une Citroën Xara, mais cette dernière était exploitée par une équipe privée, l'équipe belge Kronos Racing. Désormais tout de bleu vêtu, cette saison aura été intense pour le français et le monégasque après une nette domination en 2005. Son principal rival était donc Marcus Gronholm qui passait de Peugeot à Ford. Tout commence au Monte Carlo, bien sûr, où Loeb pulvérise la concurrence le premier jour. Reléguant Gronholm à plus d'1 minute, mais dans la 6e et dernière spéciale du jour, Loeb fait une faute sur une plaque de verglas. Il échoue dans le fossé. Mais en vertu de la règle du Super Rally, il a pu reprendre le lendemain avec 5 minutes de pénalité. Loeb attaque et parvient à remonter jusqu'à la 2e place derrière son rival finlandais, qui s'impose pour la première et seule fois de sa carrière sur asphalte. Résultat similaire en Suède avant que Loeb ne lance sa saison au Mexique. Il enchaîne 5 victoires d'affilée, oui, et prend les commandes du championnat. C'est pas compliqué, cette année-là, Loeb termine soit premier, soit 2e. Pendant ce temps, Gronholm commet des erreurs, seulement 8e au Mexique, 10e en Argentine et abandon en Italie. Le Finlandais laisse filer son rival à tel point qu'en Turquie, le Français n'a besoin que d'une 4e place pour prendre un 3e titre mondial, soit 3 rallyes avant la fin de saison. Oui mais voilà, quelques jours avant l'épreuve turque, Sébastien Loeb se fracture l'humérus en chutant de son VTT. Le Français est forfait pour la fin de saison et regarde Marcus Gronholm s'imposer en Turquie. À chaque fois, le Finlandais doit être sur le podium pour espérer prendre le titre, mais en Australie, dès la première spéciale, Marcus part à la faute. Reparti grâce à la règle du Super Rally, il ne terminera finalement que 5e et Loeb devient champion du monde depuis son canapé. Assez fou comme scène.
Vrai ou faux? Loeb est le premier pilote non nordique à s'imposer en Suède et le deuxième français à s'imposer en Finlande. Le premier étant Auriol, c'est vrai. Si, comme on a vu, les Français ont fait de l'asphalte leur spécialité, il y a deux épreuves qui sont réservées aux Nordiques, la Suède et la Finlande. Et droite 130 moins Milon des Verts. Moins. Ok. Moins. Ouais. Droite 130 moins Milon des Verts 150 mètres. Deux rallyes au caractère bien singulier. La Suède est généralement la seule épreuve enneigée de l'année et la Finlande demande un engagement tout particulier et une excellente gestion des sauts et de la vitesse. Il s'agit du rallye le plus rapide de la saison. Les locaux ont traditionnellement l'avantage. Commençons par la Suède. Ce rallye a vu le jour en 1950 et il a fallu attendre 1981 pour voir un non-suédois s'imposer. Il s'agit d'Anu Mikkola sur son Audi Quattro. Dès lors, les Finlandais répondaient présents dans ce rallye. Il a donc fallu attendre l'année 2004 pour voir un non-nordique s'y imposer. Cette année-là, Loeb comptait bien décrocher le titre mondial après l'échec de 2003 et il démarrait bien en remportant le rallye de Monte-Carlo. Mais c'est un inconvénient en arrivant en Suède car le Français ouvre la route. Naturellement, il perd un petit peu de temps et Marcus Gronholm, favori, prend le large dans les premières spéciales avant de rencontrer des soucis sur sa nouvelle 307. Bilan, Carlos Sainz et Marco Martin prennent la relève avec Sébastien Loeb. Et comme bien souvent, c'est une course à élimination. Loeb se maintient et surtout ne commet pas d'erreur contrairement à ses rivaux. Martin casse sa roue et Sainz part à la faute. Le Français se retrouve aux commandes et résiste au retour de Gronholm pour devenir le premier non-nordique à s'imposer en Suède. Mais au-delà de cette première historique, cette victoire est importante car il s'agit de la première de Loeb hors asphalte, un déclic important pour la suite de sa carrière. Il s'agit de sa seule victoire en Suède et le deuxième non-nordique vainqueur sur ce terrain n'est d'autre que Sébastien Ogier. Victorieux à 3 reprises entre 2013, 2015 et 2016 face à des Latvala et Hotsberg. En 2018, Thierry Neuville s'est imposé, de même qu'Elfyn Evans en 2020. Dernièrement, les Nordiques ont repris le pouvoir avec Hugues Tanak, Kalle Rovanperä et Esa-Pekka Lappi en 2024. Alors, Tanak est estonien, et est-ce que l'Estonie est considérée comme nordique? Oui et non, à moitié. Mais on s'en fout, à la base on est là pour parler de Loeb, direction la Finlande. Le rallye des 1000 lacs a vu le jour en 1951 et jusqu'en 1989, seules 4 éditions ont échappé aux Finlandais. 4 éditions remportées par des Suédois, donc toujours des Nordiques. Ouais. Erik Karlsson en 57, Gunnar Kalibo en 59, Stig Blomqvist en 71 et Michael Eriksson en 89. Puis en 90, un non-nordique s'impose pour la première fois en la personne de Carlos Sainz. 2 ans plus tard, en 1992, c'est Didier Auriol qui l'emporte et la France devra attendre 2008 pour que Loeb lui succède. Voilà plusieurs années que Loeb court après une victoire en Finlande, mais voilà plusieurs années que ce rallye est dominé par Marcus Gronholm. Tenez-vous bien, depuis 2000, il n'a perdu qu'une seule édition, 2003 remportée par Marco Martin. Mais Gronholm n'est plus là, le Finlandais a pris sa retraite et c'est donc une occasion unique pour Sébastien. Le duo Loeb-Elena attaque et affirme ses ambitions face à Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala. Mais ce dernier part à la faute et laisse ainsi son compatriote lutter face aux Français. Hirvonen est un adversaire coriace, mais ce week-end-là, Loeb était en grande forme et remporte 15 spéciales pour prendre la victoire en Finlande et enfin cocher cette case. Contrairement à la Suède, ce ne sera pas sa seule victoire entre les lacs et il récidive en 2011 et 2012. En 2013, Ogier devient le 3e Français à s'y imposer. Il prendra une 2e victoire en 2024. Parmi les non-nordiques également vainqueurs, on a le sulfureux Chris Meek en 2016 et Elfyn Evans en 2021 et 2023. Et Hugues Tanak en 2018, 2019 et 2022 si l'on ne considère pas l'Estonie comme pays nordique. Vrai ou faux, en 2022, il devient non seulement le seul pilote à remporter le rallye monégasque à 8 reprises, mais il marque à nouveau l'histoire en devenant le pilote le plus âgé à remporter un rallye, un GOAT. C'est vrai. Fin 2012, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, prend sa retraite. Il arrête le WRC à plein temps, mais fera quelques apparitions. Dès 2013 d'ailleurs avec 2 autres victoires entre Monte-Carlo et Argentine. Sa 77e et 78e victoire. Pas d'engagement en 2014 et un seul en 2015 pour le Monte-Carlo. En 2017, les réglementations évoluent et les voitures deviennent plus agressives et plus puissantes. Voilà qui séduit l'Alsacien qui retrouve le chemin des spéciales en 2018 avec la Citroën C3 WRC. 5e au Mexique, le Tour de Corse est délicat, mais en Catalogne, Sébastien Loeb et Daniel Elena réalisent un excellent rallye. Plus discret sur les spéciales terre, le duo attaque sur asphalte et remporte leur 79e victoire en WRC, 5 ans après la dernière. Un exploit. En 2019, il entame un nouveau chapitre avec un programme partiel chez Hyundai,
Mais ce dernier est plus délicat. Plus de victoires et seulement 2 troisième places entre Chili 2019 et Turquie 2020. Puis, à l'aube de l'année 2022, toujours sans mauvais jeu de mots, il se sépare de Daniel Elena, mais il retrouve le WRC à l'occasion du rallye de Monte-Carlo. Là encore, les réglementations changent et l'hybride fait son apparition. Sébastien change également de constructeur et rejoint Ford, engagé par M-Sport. Et comme à la belle époque, Loeb joue le haut de tableau. Désormais accompagné d'Isabelle Galmiche, le duo se place en candidat à la victoire face à Sébastien Ogier. Après une première journée perfectible, le duo se met dans le rythme et entre dans l'histoire. 80e victoire pour Sébastien Loeb à 47 ans et 11 mois, succédant à Björn Waldegård et sa victoire au Safari Rally en 90 à 46 ans et 155 jours. Quant à Isabelle Galmiche, elle devenait la première copilote à s'imposer depuis Fabrizia Pons au rallye de Monte-Carlo 97. Vrai ou faux, Sébastien Loeb détenait le record de la montée de Pikes Peak avant d'être battu par Romain Dumas. C'est vrai. Qu'a fait Sébastien Loeb après le WRC? Plein de trucs, et parmi elles, Pikes Peak. Le nonuple champion du monde a rejoint Peugeot et la marque au Lyon voulait renouer avec les succès d'antan. Bien sûr, on a encore en tête le film Climb Dance où Harry Vatanen faisait danser sa 405 T16 au bord du précipice et battait le record d'Audi et Rorl. 10 minutes, 47 secondes, 220 millièmes. Mais les choses changent en 2012 où la mythique montée est désormais totalement asphaltée. L'américain Rhys Millen y prend le record avec sa Hyundai Genesis en 9 minutes, 46 secondes et 164 millièmes. Tel est l'objectif de Loeb et Peugeot pour 2013. Pour le réaliser, la marque au Lyon construit une véritable bombe, la Peugeot 208 T16 Pikes Peak, une 908 déguisée et réadaptée. Puis le T16 est un clin d'œil historique car si les 205 et 405 des années 80 étaient équipés de 16 soupapes, la 208 de 2013 en a 24. Bref, Loeb découvre une bombe sur roue au rapport poids-puissance similaire à la Formule 1 et la met au point. En juin 2013, Peugeot débarque dans le Colorado et Loeb domine tous les essais et pulvérise le record le jour J. 8 minutes, 13 secondes, 878 millièmes. Ce record tiendra jusqu'en 2018 où Romain Dumas baissera la marque en 7 minutes, 57 secondes, 148 millièmes avec la Volkswagen IDR électrique. L'avantage de l'électrique, c'est que la puissance est constante du début à la fin. À Pikes Peak, le dénivelé est tellement important que la perte de puissance est significative entre le début et la fin de l'ascension. C'est dû à la densité de l'air qui s'amoindrit avec l'altitude, et donc les moteurs atmosphériques souffrent. C'est aussi pour ça qu'à Pikes Peak, il y a d'énormes ailerons sur les voitures, comme ça elles arrivent à choper un petit peu d'appui en altitude. Mais pour revenir au moteur, ou plutôt à l'unité de puissance, Dumas était donc plus lent en début d'ascension et plus rapide à la fin, il a refait son retard à la fin. Vrai ou faux, Sébastien Loeb sait piloter les hélicoptères? C'est vrai, Sébastien Loeb a son brevet de pilote d'hélicoptère. Le mec peut tout piloter. Vrai ou faux, Loeb a gagné dans toutes les disciplines automobiles où il a participé? C'est faux. Sébastien Loeb a gagné dans beaucoup de disciplines différentes en sport automobile, ce qui fait de lui l'un des pilotes les plus complets de tous les temps. Mais non, il n'a pas gagné partout. Bien sûr, en WRC, c'est 80 victoires pour 9 titres de champion du monde. Et après son passage en rallye, Loeb a fait diverses disciplines. Course de côte, c'est validé avec Pikes Peak. Rallycross, Sébastien Loeb y a disputé 3 saisons entre 2016 et 2018 avec Peugeot pour 16 podiums et 2 victoires. La première en Lettonie en 2016 et la deuxième et dernière en Belgique en 2018. 4e du championnat au mieux. Sur circuit, Loeb s'est également illustré. S'il n'a jamais gagné en prototype, il s'est montré en tourisme. Après le WRC, Sébastien a rejoint le programme Citroën en WTCC et y a joué les troubles fêtes. Très régulier, il a terminé sur le podium du général lors de ses 2 saisons en 2014 et 2015. Le tout avec un total de 20 podiums et 6 victoires. Pas mal, surtout face à des spécialistes de la catégorie comme José María López, Gabriele Tarquini, Tom Coronel et bien sûr Yvan Muller. Toujours sur circuit, Loeb a également participé à pas mal de courses en GT, dans différentes catégories GT. En GT2 dans les années 2000 en championnat de France, en GT1 puis GTS en 2009 et 2010, quelques piges, et enfin en GT3 en 2013 en FIA GT. Sur une McLaren MP4 12C, Loeb s'est imposé à 4 reprises. Notons qu'il a récemment pris part à un meeting en DTM à bord d'une Ferrari GT3 en 2022. Si son résultat est discret, sa performance est honorable. Bon, Loeb a également quelques courses et victoires en mid-jet 2 litres, en super tourisme, en GT4, et il continue de s'amuser régulièrement sur les circuits. Notons qu'il est également le co-détenteur du record de victoire à la course des champions avec 4 succès individuels, égal d'Oriol et de Mathias Ekström. Vainqueur en 2003 pour la dernière aux îles Canaries, en 2005 au Stade de France, en 2008 à Londres et en 2022 à Pitt Havsbad en Suède. Et également vainqueur de la Coupe des Nations en 2004 avec Jean Alesi. Maintenant, si l'on retourne du côté des rallyes,
Il faut noter son titre de champion Extreme E en 2022 avec Cristina Gutiérrez et avec le team de Lewis Hamilton, s'il vous plaît. Bon, le pédigré de Loeb est lent comme le bras et depuis 2016, il tente d'accrocher le Dakar à son palmarès. Déjà 3 fois deuxième, Loeb semble tout proche de s'imposer dans cette course difficile, mais la victoire se refuse toujours à lui. Avec le 2008 DKR en 2016, le 3008 DKR de 2017 à 2019, puis avec ProDrive entre 2021 et 2024, Loeb a dernièrement rejoint le programme Dacia et a même pris la 2e place au Rallye du Maroc l'an dernier, derrière son équipier et rival, Nasser Al-Attiyah, un cadre de la discipline. Présent au Dakar en 2025, arrivera-t-il à accrocher cette course à son palmarès? Affaire à suivre, réponse dans quelques jours. Allez, un dernier pour la route, vrai ou faux, Sébastien Loeb détient le record de titre de champion du monde, tous sports auto confondus. C'est vrai, Sébastien Loeb est le pilote automobile avec le plus de titres de champion du monde, 9 en WRC et 1 en WRC junior, donc 10 titres de champion du monde. De 2004 à 2012, Loeb a dominé le rallye par un style de pilotage coulé et une gestion de course redoutable, en avance sur la concurrence. Il n'était pas toujours le plus rapide, mais il était le plus intelligent et le plus réaliste. Là où ses adversaires craquaient, Loeb et Elena marquaient des points. Si les titres de 2005 et 2012 ont été acquis haut la main, certaines saisons ont été bien plus difficiles et disputées. Il a bien failli perdre en 2006 et 2007 face au redoutable Gronholm. 2009 n'était pas une promenade de santé, et 2011 était tendu avec l'avènement de Sébastien Ogier et la pression de Mikko Hirvonen. 9 titres de champion du monde en catégorie reine, 80 victoires, 120 podiums, 939 temps scratch et une légende du sport automobile. Puis après Loeb, il y a eu Ogier, et c'est sur lui que sera le prochain thème du vrai ou faux. N'oubliez pas de marquer hashtag vrai ou faux en commentaire, comme ça s'affiche en bleu et je le vois de suite. Merci à vous. On arrive au bout de cette première vidéo classique de 2025, j'espère que ce vrai ou faux sur Sébastien Loeb vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Oh, c'est cool de parler de Loeb. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Chaque saison, il y a plein de trucs à dire, donc voilà, ça ne fait qu'érafler. Certains se sont plaints que les vrais ou faux ne font que survoler la carrière d'un pilote, mais sinon j'aurais fait une vidéo sur la carrière d'un pilote pour ne pas survoler et entrer plus dans les détails. Là, c'est un vrai ou faux, du coup on survole pas mal de sujets. Mais voilà, par exemple, vous avez Pescarolo 2005, qui peut vous intéresser, on parle plus en détail, pas que de Loeb, mais du coup Pescarolo 2005, quoi. Mais il y a Loeb dedans. Mais oui, ça viendra, j'attends que ça se tasse un petit peu. Même si, peut-être que j'attends une victoire au Dakar aussi, mais j'attends que ça se tasse un petit peu, mais croyez-moi, je vais pas arrêter YouTube sans faire une vidéo sur Sébastien Loeb. Une vraie vidéo, comme un film avec Williams, mais voilà, un vrai truc sur Sébastien Loeb. Bref, bonne année, et des bisous.